On s'est dit, on se tait, on écoute et on applique. On était passé de 0 à 1000, à peu près 70 000. 73 000 on a fait en un mois, au mois d'avril. Quand on vous a rencontré, on voulait déjà vivre à Dubaï. C'était il y a un an, presque notre rêve le plus haut. Et entre guillemets, dans 18 jours, on y est exactement. Salut Talia, salut Benoît. Salut. Bienvenue dans les bureaux. Merci. Ça me fait plaisir de vous voir Bah avant oui. de partir à Dubaï. Et Bon, on va revenir un peu sur toute l'histoire, tout ce que vous avez fait, etc. C'est pas la première vidéo qu'on tourne ensemble, donc c'est cool. Alors, est-ce que vous voulez commencer par peut-être la rencontre? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Parce que c'est super important, on en parlait juste avant, mais justement pour tout cet environnement, etc., que ce soit par rapport aux investissements, au business et tout ce que vous avez fait derrière. Un peu toute l'histoire, alors je sais pas si vous voulez tout raconter. On va pas donner tous les détails. On va pas donner tous les détails, mais la rencontre, comment vous êtes connus, qu'est-ce que ça a changé en termes de déclic, en termes d'environnement. Donc je sais pas qui veut commencer, si vous avez comme toujours. Je pense que vous avez la même version des faits, mais C'est ça. J'espère, au moins. ouais. Alors, en fait, on s'est rencontrés un peu par hasard. Enfin, pas un peu, totalement par hasard. On ne s'est pas du tout rencontrés comme beaucoup de gens se rencontrent par un cercle d'amis ou quelque chose comme ça. En fait, tout simplement, Benoît, il évoluait dans le domaine du sport. Moi, j'allais faire du sport et on s'est un petit peu rencontrés comme ça dans ce domaine-là. Assez vite, on s'est très, très bien entendus. Et on passait H24 à discuter ensemble de vision, de boulot, de projet de vie. Et en fait, ce qui a été assez dingue, c'est que je pense pour la première fois de notre vie, en fait, on a rencontré quelqu'un qui ne nous prenait pas, moi pour une folle et lui pour un illuminé. Et je pense que ça nous a fait beaucoup de bien de nous rendre compte qu'il y a des gens qui pouvaient nous comprendre. Parce que pour la petite histoire, moi j'ai toujours été vue comme la personne qui avait des rêves démesurés, que voilà, on me disait travaille bien à l'école. Je sentais toujours un peu ce côté, mais c'est pas possible ce que tu veux. Et je pense que Benoît, depuis tout petit, il disait qu'il voulait être riche. Ouais. Et pareil, c'était un peu on vient pas de famille aisée, on n'est pas héritier non plus, donc forcément classe moyenne basse, je dirais. Donc pour eux, c'était un peu pas possible. Et quand on s'est rencontrés, on était un petit peu endormis, je pense, par ce système, comme beaucoup de personnes, un peu le métro, boulot, dodo. Et pour la première fois, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose peut-être qui est possible. La première fois, on parlait de business et l'autre disait « Ah ouais, trop bien, je vois ça en plus. Ah ouais, tu vois ça? Moi, je vois ça en plus. » Et du coup, on s'est levé vers le haut et c'est vraiment ce qui a fait la différence. Et est-ce que c'est venu tout de suite ce truc-là ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Franchement, je pense dès les premiers instants où on s'est parlé, on parlait vraiment de côté assez pro parce que… Moi, j'étais coach indépendant, donc je commençais en tant que coach indépendant, donc ça a commencé déjà comme ça. Dans le sport. Dans le sport. Ouais. Et du coup, moi, j'étais très, très mauvais sur les réseaux et elle était très bonne sur les réseaux, donc ça a commencé direct comme ça en mode… Je lui disais ce qu'il fallait faire pour qu'il développe sa boîte et puis… Je disais, moi, je coach. Toi, tu parles de moi sur les réseaux et je pense que ça peut matcher comme ça. Et on a commencé comme ça, en fait, tout simplement, en mode on va s'aider, on va s'entraider. Lui, il me coachait, moi, je l'aidais sur les réseaux. Et en fait, donc du coup, très, très vite, ça a été parler business et ça a été parler business avant toute autre chose. Et c'est marrant parce que vous avez du coup, on en reparlera, mais vous avez gardé un peu cette même association où toi, t'es du coup la vitrine sur les réseaux. C'est vrai. Et toi, t'es un peu plus en back du coup dans les chiffres, etc. C'est ça. On a chacun notre point fort et du coup, on capitalise vraiment sur le point fort des deux pour vraiment faire quelque chose de super complet. Trop bien. Et il y a un truc qui est super important, vous l'avez dit, au niveau du coup, vous êtes rencontrés. Je pense que vous avez eu accès à un environnement différent, donc ça vous a peut-être pété un peu les croyances ou les barrières. Là où toi, t'étais prise pour une illuminée et toi pour peut-être un rêveur. Il y a plein de personnes, je pense, qui nous écoutent, qui ont un environnement qui est, même vous devez le voir dans les investissements, qui n'est pas du tout propice, où les gens se disent mais non, c'est de l'arnaque, ou non, mais tu vas perdre de l'argent, non, mais lance-toi pas dans l'entrepreneuriat, ou n'investis pas. Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que ces personnes-là pourraient rencontrer peut-être un cercle qui pourrait les tirer vers le haut? Parce que du coup, de retour d'expérience, c'est beaucoup plus difficile si on a un environnement qui n'est pas dans ce En fait, on avait beau avoir, parce que souvent les personnes nous demandent à quel moment on a eu le déclic qui a fait que. Mais en fait, je ne pense pas qu'on a eu le déclic. On a eu quelque part, nous, la chance d'avoir cette petite graine dans la tête depuis toujours. Par contre, on ne l'arrosait pas. Et c'était notre entourage qui faisait qu'on ne l'arrosait pas. On a beau avoir des envies, des volontés, des rêves. Et une petite voix au fond de nous qui nous dit c'est possible, forcément si on a le mauvais entourage, on n'est pas poussé à. Donc je pense beaucoup aux personnes qui ont justement cet entourage, que ce soit les proches, les meilleurs amis ou même les conjoints, qui ne croient pas tout ça et qui ne les poussent pas à aller explorer tout ça. Je peux comprendre que ce soit difficile. Et nous, finalement, ce qui a créé ce déclic un petit peu
involontaire, c'est pas que ça a créé un déclic, mais ça nous a permis d'arroser un petit peu notre graine qu'on avait déjà dans la Mais tête. aussi, si on peut leur conseiller quelque chose, c'est de s'entourer de personnes qui font la même chose. Justement, nous, quand on a débuté, la première fois qu'on s'est vu, justement, c'était un truc d'entrepreneur où vous aviez réuni du monde. On était venus, on n'était pas très loin de Lyon. Et c'est là aussi qui permet de rencontrer un cercle, de faire des rencontres, de faire des contacts. Et ça, même nous, on le voit dans les investissements, c'est ce qu'on crée avec les membres, c'est qu'on les met tous en contact les uns avec les autres parce qu'on sait de base que de toute façon, ils vont être descendus par l'entourage. Pas méchamment, mais par peur, ils vont être descendus. Donc, le meilleur conseil possible, allez à des trucs d'entrepreneurs, allez à des endroits où vous allez rencontrer des gens qui sont à la place que vous voulez aller. Et c'est super, alors on parlera de votre activité après, mais c'est super intéressant je trouve parce que votre nom de business c'est Million Mind Family et il y a beaucoup cette idée de famille, etc. Donc cette idée d'entourage positif pour se projeter un peu vers le haut. Totalement. Je pense que c'est voulu, mais est-ce que vous voulez parler un petit peu de cette chose-là? Est-ce que vous l'avez réfléchi dès le début ou pas du tout? Alors le mot family pour nous est très 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 important pour 2 raisons. La première c'est parce que on s'est constitué un petit peu notre propre famille et dans le sens où on entreprend, on investit en famille, puisque c'est nous deux, notre couple. On est partenaires en business, mais dans la vie de tous les jours, tout le monde le sait. On éduque nos enfants dans tout ce sens-là, que ce soit business, éducation financière, etc. En tout cas, le minimum qu'on peut aujourd'hui avec leur âge. Et c'est très important pour nous parce qu'on a eu un petit peu une rupture aussi à un moment donné avec notre propre famille, qui ne nous comprenait pas, qui nous décourageait. Encore une fois, ce n'était pas forcément méchant, c'était vraiment par peur, mais on ne se sentait pas soutenu de ce côté-là. Donc forcément, quand on a voulu se lancer d'abord dans le monde de l'entrepreneuriat, puis de l'investissement, ça a toujours été un petit peu, c'est pas des critiques, mais de nouveau, c'est des peurs, des craintes qui créent, qui est dérangeant pour nous au quotidien. Et on s'est dit, étant donné que notre famille ne veut pas forcément nous écouter, ne nous croit pas non plus, parce qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu comme si on avait récolté des clés pour ouvrir certaines portes et on voulait les transmettre à notre famille. C'était normal. Sauf que notre famille ne nous écoutait pas, voire même pire, nous jugeait. Et on s'est dit, on a tellement envie de les aider, mais ils ne sont pas prêts aujourd'hui à écouter. Et on a appris à nos dépens qu'on ne peut pas faire changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Du coup, on s'est dit, on va créer notre propre famille. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va l'appeler Family. Ok, trop bien. On a vraiment associé ce nom Family qui était très important. Et c'est tellement important pour nous que l'année prochaine, on change de nom de boîte. Ok, trop bien. Et on garde ce terme Family. Trop bien. Et bravo. C'est top en tout cas, c'est top. Du coup, on vous êtes rencontrés, on avance un petit peu. Alors, vous vous mettez ensemble, etc. On passe toute l'histoire. Ça, on peut passer. On peut passer l'histoire. Mais du coup, vous commencez à lancer vos premiers projets ensemble parce que vous avez toujours entrepris ensemble, sauf Benoît avant quand tu étais coach sportif, etc. Mais vous lancez vos premiers projets à partir de quand? Comment est-ce que ça se passe? Je crois à peu près 1 an après notre rencontre, on a commencé à vraiment s'intéresser au monde de l'entrepreneuriat en ligne, on va dire. Avant, je sais pas qu'on peut pas appeler ça vraiment entrepreneur, on va dire que c'était plus un indépendant. Et on s'est dit, ok, c'est cool, mais là, on peut faire quelque chose de beaucoup plus grand que simplement recevoir un salaire plus en étant indépendant. Et on a commencé à ouvrir notre esprit à tout ce qui se passait en ligne. Alors pour le petit déclic, la petite histoire plutôt, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est une vidéo d'Anthony Robbins qui nous a touchés tous les deux. Vous avez la vidéo ou pas? Tu te rappelles de la vidéo? Je ne suis pas un gourou. Ok. Ah, c'est sur Netflix? Oui. Le film? Ok. Ouais. Donc ce film, on l'a vu, on a pleuré tous les deux dessus, tellement ça nous a émus, mais plus du côté vraiment dev perso, du genre, il faut aller chercher ses rêves, rien n'est impossible. Et ça a créé une connexion supplémentaire entre nous deux. De là, on a commencé à regarder plein de vidéos YouTube de motivation, ce genre de choses, qui nous a ouvert d'autres portes, qui étaient les portes du e-commerce. Et comme beaucoup de personnes, je pense, cette porte du e-commerce, elle apparaît assez rapidement quand on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat. On va devenir riche. On va devenir riche en quelques mois. On va faire des millions. Donc on s'est dit, c'est vrai que aujourd'hui, on est un peu dans le domaine du sport. C'est un domaine qui nous passionne. Donc on va essayer aussi de monétiser ça. Parce qu'à l'époque, on avait créé des challenges sportifs. On accompagnait des gens pendant 30 jours gratuitement. Et c'était un challenge où tous les jours, on devait faire du sport tous ensemble. Et au bout d'un moment, on s'est dit, c'est bien cool ça, mais on passe un temps fou, mais il va falloir qu'on monétise quand même parce qu'on doit payer nos factures. Et est-ce que juste vous aviez l'idée de le monétiser ou vous avez dit, je lance le challenge de 30 jours et on verra? C'était quoi l'idée de base? Je sais pas, en fait. On veut aider les gens. Oui, c'était vraiment ça. C'était vraiment pur don de base. C'était du don dans le sens où en fait, on était tellement préoccupés par le fait que les gens, ils se cherchaient toujours des excuses. Et on le voit tout le temps, même aujourd'hui, alors qu'on n'est plus dans le sport.
c'est tellement facile de se trouver des excuses plutôt que de passer à l'action qu'on s'était dit, en fait, on va essayer de leur prouver que tout le monde peut être capable et qu'en fait, réellement, en fait, on voulait essayer de leur faire auto-hacker leur cerveau et leur faire comprendre que c'est qu'une question d'excuses et de priorité. Ouais. Et là, c'était au travers de challenges sportifs de 30 jours. Donc, le but, c'était de dire, voilà, tu fais 100 répétitions d'un mouvement, le plus simple possible, tu adaptes le mouvement en fonction de ta situation, de ta corpulence, de ton état de santé actuel et de ce que tu veux aussi. Et le but, c'est que tous les jours, tu fasses 100 répétitions d'un mouvement. Okay. Et déjà là, de faire travailler sur les excuses, de dire, bon, bah, si tu le fais pas un jour, c'est que tu te cherches des excuses. Ouais. Et les gens, non, mais j'ai pas eu le temps et tout. Et nous, on disait, et on poussait les gens à dire, d'où t'as pas eu le temps. Ça prend 1 minute sans répétition. Donc là, 1 minute, je suis désolée, mais oui, tu as le temps dans une journée. Si tu n'as pas trouvé le temps, c'est que tu ne veux pas prendre ce temps-là. Et donc, c'est une excuse. Et bref, c'était plus ça, mais pour pousser les gens à se prouver à eux-mêmes que si on arrête de se trouver des excuses et que si on prend nos responsabilités, on peut arriver à faire des choses. C'était voilà, comme ça. Et je ne sais pas trop où on allait. On n'avait pas vraiment d'objectif particulier. C'était un don, voilà. Et on s'était dit, bon, on va faire du bien aux gens. Et à partir d'un moment, on s'était dit, bon, bah, il faut quand même qu'on monétise. Commence à avoir du monde, ça serait peut-être bien de faire quelque chose. Parce qu'en attendant, nous, on continue à bosser à côté. On a des gens qui nous suivent. Mais il faut aussi payer justement les factures et trouver un moyen de faire de l'argent. Et c'est là où est apparu le e-commerce. Ça a été un peu, entre guillemets, une évidence. On s'est dit, bon, voilà. On a des gens qui nous suivent, ils aiment bien ce qu'on fait, ben on va utiliser le e-commerce pour aller vendre des produits dérivés de ce qu'on fait. On avait même déjà créé une marque et tout. En rapport avec le sport dans le domaine du sport, exactement. Sauf que bon, bah, ça ne s'est pas passé totalement comme prévu parce que des gens qui viennent entièrement pour du gratuit restent dans du gratuit. Et puis bon, sincèrement, on avait fait des genres de goodies, c'était vraiment nul. Okay. Personne n'a envie d'acheter des goodies. Vous avez un exemple de produit ou pas? Vous avez fait des t-shirts avec des logos, des cordes à sauter, en fait du petit matériel pour pouvoir continuer les challenges. Avec votre nom? Avec notre nom. Et c'était quoi le nom de marque à l'époque? Ça s'appelait Train Eat Well. Ok, pas de famille à l'époque. Non, il n'y avait pas de famille. C'est pour ça, ça n'avait pas marché. C'est pour ça. C'est peut-être. Donc voilà, du coup. Très vite, on s'est dit, bon, bah, ça marche pas, les gens ne veulent pas acheter. On avait fait venir des stocks, on avait fait des maquettes de machins de fou. Bon, ça n'avait pas marché. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va continuer ce côté, un peu développer ce côté sport. Mais à côté, on va créer des produits plus intéressants pour le public large. Et on va se lancer sur des marketplaces type Amazon. Et on s'est formé pour ça. Et là, c'était déjà plus cool. Ça a commencé à bien fonctionner. Mais on a commencé à avoir plein de problèmes. Blocage Amazon. Il faut aussi des concurrents qui dénoncent alors qu'il n'y avait pas de problème et du coup c'est pour te supprimer de la première page. C'est compliqué, ça avait super bien marché, tout d'un coup on commençait à être, c'est pas une sorte de blacklisté. On a tout vendu super vite, donc on a fait des très gros stocks très vite parce que ça se vendait super vite. En fait il fallait prévoir 3 mois de stock en avance sur Amazon, plus ou moins, donc on a dû faire des gros stocks parce qu'on vendait très bien et après on a commencé à avoir nos premiers blocages. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de stocks sur les mains. Pour rien quoi. Pour rien. Du coup, on ne pouvait plus les vendre. Du coup, on a dû passer par des avocats qui nous ont débloqués. Ça a pris du temps. On a payé les avocats. Du coup, vu qu'on était très loin dans les pages, on a dû repayer beaucoup de pubs pour être en avant. Donc, ça a amené des coûts immenses. Et de là, on s'est dit, on va s'externaliser à Amazon parce que le fait de dépendre que d'Amazon n'est pas forcément bon. Donc, on s'est formé au e-commerce, dropshipping, etc. Pareil, on a dû payer des influenceurs une fortune, mais que ça ne marche jamais rien parce que c'est juste des placements qu'on paye, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Et à l'époque, c'était pas encore l'époque de TikTok et tout ça. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle aujourd'hui du GC, ce genre de choses. Ouais, c'était un placement parmi 10 autres placements. Ils enchaînaient toute la journée c'était compliqué. Et ça a été un petit peu le début de la descente aux enfers parce que plus ça avançait et plus on s'endettait. Et c'était compliqué parce qu'on ne voyait pas le bout du tunnel. Et même si on ramait, on s'est retrouvés. Moi, j'avais déjà arrêté de travailler. Donc, entre-temps, moi j'ai arrêté un boulot, j'ai été gagner plus de 5 000 € en Suisse pour devenir entrepreneuse et me dédier totalement à ça. Et on s'est retrouvés à peu près avec 90 000 € de pertes. 90 000 € de pertes et on vivait avec moins d'un SMIC à deux plus les enfants. Donc ça a été une période assez dark. Et est-ce qu'avec le recul, alors on en parlera aussi dans tout ce que vous avez fait, mais vous êtes content d'avoir vécu cette période? Vous vous dites ça a été une bonne leçon ou pas du tout? Totalement. Parce qu'il y a plein de personnes, vous n'avez pas lâché et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous en êtes là aujourd'hui, enfin vous en êtes là à faire tout ce que vous faites, etc. Il y a plein de personnes qui auraient sûrement lâché pour beaucoup moins et qui, sans parler de perdre de l'argent, mais juste font un petit truc, ça marche pas, arrête, etc.
Ça vous a appris quoi cette période? Qu'est-ce que vous a permis de... Alors moi, je pense que j'ai beaucoup appris parce que moi, j'avais de la chance de toujours avoir de la facilité à l'école. Pour moi, tout a toujours été super facile. J'ai fait des études, j'ai fait un master en ingénierie de formation à l'Université de Genève, franchement, en claquant des doigts. Okay. Et pour la première fois de ma vie, moi, je suis tombée face à la difficulté et je ne connaissais pas cette sensation-là d'avancer et de pédaler un peu dans la semoule. Ouais. Et alors que moi, j'y étais complètement habitué. J'ai toujours galéré à l'école. J'ai toujours dû travailler 10 fois plus que les autres pour à peine la moyenne. Donc moi, j'étais dans mon élément. Pour moi, c'était normal. Je travaille. Il n'y a pas encore le résultat. Ça va venir. Donc encore, l'important, c'est la force de nos deux personnalités. Sincèrement, toute seule, je pense que j'aurais fait autre chose. En fait, très vite, d'éléments de difficulté, moi, je change. Je suis un peu comme ça. Je butine pour chercher. Et ça m'a beaucoup appris. Si c'était à refaire, je referais tout à 200% parce que ça nous a appris énormément de choses. On a appris beaucoup de compétences et de connaissances aussi, que ce soit marketing, que ce soit gérer des pubs, que ce soit créer des packaging. J'ai appris à gérer Adobe au même temps. Enfin, bref, il y a plein de choses qu'on a appris pendant cette période et qu'on retient de cette période et qui nous aident encore aujourd'hui. Et ça nous a appris beaucoup la résilience et la persévérance, c'est clair. À cette époque, est-ce que vous aviez cette même vision que vous avez aujourd'hui ou pas tellement? Est-ce que vous saviez que vous allez faire autre chose après? Alors, absolument pas. Ou pas? Non, absolument pas. Et c'est quelque chose qu'on enseigne un petit peu à nos membres aussi, c'est que les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un peu, il faut y aller. Et c'est pas ce qu'on pense aujourd'hui, qu'on fera dans 5 ans ou dans 10 ans. Les choses, elles peuvent changer. Les visions, elles changent totalement. Ce qu'on fait aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voyait à l'époque. Pour vous donner un exemple, à l'époque, si on imaginait nos rêves et nos objectifs, c'était d'ouvrir un camp d'entraînement. Ça n'avait rien à voir. Je veux dire vraiment un camp en physique, d'entraînement où les personnes pourraient prendre, avoir une marque dérivée de partout. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, ça a toujours été très ambitieux, nos objectifs, mais malgré tout, non, rien à voir du tout. On visait un mode, le nouveau Under Armour, c'était nous. C'était vrai, c'est vrai. C'est ça notre objectif, Under Armour, avec des camps d'entraînement. C'est ça. Donc il y a un mix entre la camp et trop bien. Et il y a un truc par contre qui est assez important, c'est que vous n'aviez pas la même vision pour moi en termes d'objectifs, d'activités, mais par contre vous aviez toujours la même ambition. Et ça, je sais qu'on l'a beaucoup retrouvé, on le retrouve aussi nous chez nos clients qui réussissent le mieux, c'est que même s'ils ont des difficultés, même s'ils perdent de l'argent, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'au bout d'un moment ça va marcher, en fait, et au bout d'un moment ça va prendre. C'est ça que je parlais tout à l'heure, la petite graine, c'est que depuis qu'on est enfant, depuis que je pense qu'on sait parler, et nos parents nous le redisent encore aujourd'hui où on est en train de connaître un peu plus la réussite. J'ai vu tes messages dans ta story. Oui, c'est vrai, j'ai transféré. En gros, ils nous disent, mais vous avez toujours dit que vous serez riche. Et ça nous fait sourire aujourd'hui parce que forcément, nos parents, ils n'ont pas envie de briser nos rêves quand on est enfant. Mais on sentait ce côté quand même, ouais, d'accord. C'est bien. T'es pas né dans la bonne famille, quoi. Et je pense qu'on a toujours été très, très ambitieux. Et que ce soit lui ou moi, qu'on n'ait pas du tout la même personnalité, il y a toujours un truc au fond de nous qui sait qu'on va y réussir et qui savait qu'on va réussir. Alors, on est loin de nos objectifs aujourd'hui. On n'est pas multimillionnaire encore, mais dans l'objectif, bon, ça c'est des objectifs plus pécuniers, mais il y a d'autres objectifs beaucoup plus émotionnels, on va dire. Mais dans le sens où on sait. Comment, c'est pas très grave, on le sait. Oui, ça va arriver. Et c'est ce qui fait que ça tient. Et finalement, c'est tellement... je sais pas comment dire, mais utile, gratifiant, et je pense que le chemin, il est super intéressant en fait. Oui, carrément. Et je pense que ce chemin, c'est ce qui fait vibrer un vrai entrepreneur dans l'âme. Et je pense qu'une fois qu'on arrive au bout du chemin, alors peut-être que je me trompe, mais une fois que vous aurez, je sais pas, 5 millions sur votre compte, en fait, vous allez vous dire, mais c'est nul rien. quoi. Voilà, c'est pas que c'est rien, mais c'est nul et ça n'a pas changé ma vie. Et ce qui a vraiment fait que vous avez vécu des aventures, des expériences, c'est tout le chemin. Je pense qu'un vrai entrepreneur, il aime gérer des problèmes et il aime se créer des problèmes aussi. Et ça fait beaucoup de différence, ça aussi, entre, on va dire, entre guillemets, un vrai entrepreneur et c'est pas faux entrepreneur, mais on va dire un entrepreneur, un peu comme les personnes qui veulent perdre du poids et qui disent je veux perdre du poids, mais il y a tout le monde qui veut perdre du poids. J'aime, les petits trucs à droite à gauche. Mais qui sait qui va vraiment le faire? C'est quelqu'un qui a quelque chose au fond. Et là, la différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est ce goût pour le chemin. Et oui, on peut avoir des objectifs, des ambitions, des rêves, mais finalement, c'est même pas, je pense, le plus... C'est que je pense que de toute façon, à chaque fois que tu atteins un palier, tu veux toujours aller un peu plus loin. En sachant que, comme je dis, quand on atteint un palier, nous le premier palier qu'on voulait, c'était atteindre les 10 000 € par mois. On l'a atteint super vite avec vous.
Et une fois qu'on l'a atteint, en 2 minutes, tu dis, en fait, c'est nul. Ouais. Je veux l'autre. Ouais, c'est ouais, combien c'est sûr. après? 20 000, 30 000. Une fois, à la minute où tu l'atteins, tu dis, mais en fait, c'est nul. Je veux aller plus loin que ça. Ouais, puis c'est 20 pas 000, une 30 000, question 40 000, de... 50 000. C'est pas tant une question de qu'est-ce que ça représente le chiffre, c'est juste un chiffre en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment Si je suis le capable chemin. de ça, en fait. Ah, je suis capable de ça. Bah alors, je vais essayer d'aller plus loin. Et si, moi je sais qu'à mes débuts, je me disais, putain, à l'époque où je ferais 10 000 euros par mois, Ah ouais, C'est total. ça changerait ma vie. Ah ouais, Ouais. totalement. Genre, je c'est me ça. voyais, je sais pas, dans des jets ou en voyage, peut-être pas dans Exactement. un jet avec 10 000 euros, mais pour moi, ça allait être un truc de C'est dingue. ça. Et en fait, quand tu l'atteins, tu te rends compte qu'une entreprise qui fait 10 000 euros C'est de chiffre rien. d'affaires, c'est pas non plus Mm. énorme. C'est rien, Donc, et ça change pas grand chose. Ouais, carrément. Du coup, durant cette période, il y a un autre truc qui a été intéressant, je pense, c'est que vous avez découvert toute la partie investissement, etc. Comment vous en êtes venu à ça? Parce que c'est votre activité principale aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi les déclics? Est-ce que vous avez eu des sources, des gens qui vous ont un peu inspiré Oui, par alors rapport à ça? en fait, ce qui s'est passé, c'est que on le dit pas, mais pendant la période où on s'est aussi développé dans le monde de l'entrepreneuriat, Ouais. e-commerce, etc., forcément, ça ouvre d'autres portes, comme le développement personnel, on le sait, mais aussi le côté éducation financière. Ouais. Parce que faire de l'argent, c'est cool, mais si on ne sait pas le gérer et si on ne sait pas le faire fructifier correctement, à tout moment, on peut tomber et retomber quand on fait plusieurs milliers d'euros par mois, voire 1 million par année. Si on ne sait pas le gérer et qu'on retombe à zéro parce qu'on a un problème, Ouais, c'est grave. Ouais, carrément. Et enfin, en tout cas, la chute fait plus mal. Et on le voit même avec plein de footballeurs, C'est ça. etc., qui ne Exactement. savent pas gérer. Exactement. Et je sais plus c'était quoi la stat, je crois, sur les footballeurs américains, mais il y en a plein qui se retrouvent ruinés en C'est 5 ça. ans alors qu'ils ont gagné des Des millions millions. ou des dizaines de Ouais. millions Bah dans ouais. leur carrière. C'est quoi. clair. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est simple, on ne parle même pas d'investissement à ce moment-là, mais de simple éducation financière. Et quand on n'est pas issu, on va dire, de l'élite, cette éducation financière, on ne l'a pas. Et sûrement, on ne l'aura jamais si on ne va pas la chercher, parce qu'on ne nous l'apprend pas à l'école ni rien. Et nous, très vite, quand on s'est lancé dans le monde de l'entrepreneuriat, on a commencé aussi à lire tout ce qui était sujet à l'éducation financière en parallèle. Donc très vite, pour nous-mêmes, en fait, on s'était dit, comme quelqu'un qui gagne de l'argent, il va chercher son banquier pour savoir quoi faire de son argent. Nous, on s'est dit, c'est cool, on commence à faire de l'argent avec l'entrepreneuriat, il va falloir qu'on apprenne à gérer notre argent correctement et surtout se mettre en sécurité pour être sûr que si on gagne, on ne redescende pas à notre niveau de vie. Ok. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se former dans ce domaine-là pour nous-mêmes, vraiment dans un optique pour nous. Et on a commencé à vouloir partager ça à nos proches. Parce que nos proches, même s'ils ne sont pas entrepreneurs, ils gagnent tous de l'argent d'une façon ou d'une autre. Il y a un des livres que moi j'adore et que je recommande à tout le monde, c'est L'homme le plus riche de Babylone. C'est Ouais, la Bible. J'adore ce livre et j'ai dû le lire des centaines de fois. Et il t'explique bien que la règle, c'est en 1, fais de l'argent, ce qu'on fait tous, mais en 2, fais fructifier ton argent. Et on a tous tendance à oublier cette règle-là. Et quand nous, on a compris cette règle-là, on s'est dit, on a un business, c'est bon, c'est faire de l'argent, ou tu as un salaire, ou etc. Oui. Mais on oublie cette chose-là de deuxième faire règle. fructifier. Et elle est capitale. Ouais. Et du coup, pareil, là, on a voulu partager avec nos proches ces connaissances et ces compétences-là en leur disant, voilà, apprends à te payer en premier, mettre de côté pour pouvoir l'investir, etc. Sauf que pareil, ils ne nous écoutaient pas parce que pour eux, les seuls investissements, c'était la banque, limite l'immobilier encore, mais voilà, c'est tout. Et nous, de notre côté, on a fait nos petites aventures. Je me rappelle nos premières cryptos qu'on a achetées, c'était au tout début de la crypto. Je me rappelle, on était chez tes parents en plus, avec notre téléphone. Je me rappellerai toujours de ce moment-là. Et on achète nos premières cryptos. C'était quoi comme crypto que vous avez du acheté? Bitcoin, on a acheté, Notre premier sur Bitcoin. Coinbase. Coûtait pas très cher. Ça coûtait rien, je me rappelle plus ce que c'était, mais bref. Et de là, on a commencé à faire nos expériences, on a voulu se former. Et en fait, on s'est rendu compte au final qu'on parlait que de ça. Ouais. On ne parlait pas du tout de e-commerce, de dropshipping, de Amazon, de sport ou de j'en sais pas trop quoi. On parlait d'éducation financière à tout le monde et à tous nos proches. Parce que pour nous, même si eux ne voulaient pas être entrepreneurs, c'était OK, c'était leur choix et on n'a pas tous besoin d'être entrepreneurs. Mais par contre, tout le monde devait être capable de savoir gérer son argent, le faire fructifier, le placer pour sécuriser son avenir. Et du coup, on s'est dit, mais quand on a commencé à apprendre certaines choses que en fait, l'élite connaît, que nous, on ne connaît pas, comme en fait, en une dizaine d'années, tu peux déjà créer ta retraite, on s'est dit, mais en fait, on est dans quel système là? On nous cache tout ça, c'est pas possible. Donc en gros, tu peux sauver ta vie en une dizaine d'années et on nous fait croire qu'il faut bosser pendant 40 ans. Donc on a voulu partager nos proches, mais encore une fois, ils se sont foutus de nous, ils ne voulaient pas nous croire. Et on s'est dit, c'est pas grave, on va faire nous de notre côté. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre aussi pourquoi le e-commerce ne fonctionnait pas. Et je pense que tout simplement. C'est pas que le e-commerce ne fonctionne pas, c'est qu'il ne fonctionnait pas pour nous. Ça n'a pas fonctionné pour nous. Et en fait, on a commencé à ouvrir les yeux sur plein de choses et on s'est rendu compte en fait, que ce qui nous faisait vibrer, ce qui nous passionnait, ce n'était pas le e-commerce.
c'était vraiment pouvoir transmettre aux gens quelque chose et on ne se voyait pas transmettre quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Donc on n'allait pas devenir formateur en e-commerce, c'est normal. Et moi, j'ai commencé tout simplement à partager sur les réseaux ce qu'on faisait dans les investissements, comment on investissait, l'éducation financière, voilà, comme ça. Et je me suis rendu compte que ça accrochait les gens parce que je pense que je parlais de quelque chose qui me passionnait réellement. Et c'est comme ça qu'on a commencé gentiment. En fait, de une, ça nous a sauvé tout ce qu'on avait un petit peu perdu du côté du e-commerce financièrement. Et d'un autre côté, on s'est développé de façon sans que ce soit voulu. Dans le domaine de l'éducation financière et de l'investissement. Naturellement sur cette thématique. On ne cherchait pas un business en fait. C'est pour ça que c'est important quand on a un esprit d'entreprendre, il faut y aller, peu importe dans quoi, parce que ça va ouvrir les portes automatiquement et peut-être que ça va faire évoluer les choses, mais il faut d'abord se lancer. On s'est lancé, on est parti dans l'e-commerce. C'était pas le bon truc, mais ça nous a amené à petit, c'est sûr. Et de là, c'était beaucoup plus passionnant pour moi de partager quelque chose sur les réseaux, alors qu'avant je partageais sur le e-commerce un peu notre vie de e-commerçant. Mais voilà, c'était pas fou pour moi. Je pense que on véhiculait pas la passion ni rien. Et là, on a des premières personnes qui sont venues nous demander est-ce que vous voulez pas m'aider, m'en apprendre plus, comment vous faites. Et on a commencé nos premiers coachings one-to-one comme ça. Trop bien. C'était en quelle année ça 2000... je sais plus, 2019 peut-être. Ouais, je me sens. Ok. Je sais plus les chiffres en tête. 2019. Ça doit être 2019. Ça fait 4 ans, quoi. Ouais, le tout premier, on appelait ça mentorat. Ok, trop bien, trop bien. Alors, du coup, vous vous lancez comme ça dans les investissements, vous commencez à aider d'autres personnes, ça vient assez naturellement. Derrière, je sais que vous avez travaillé sur, au début, une formation que vous avez très bien structurée, vous avez passé beaucoup de temps dessus. Vous la commencez à partir de quand cette formation-là? C'est un petit peu après, donc 2020, 2021. Ouais, c'est ça, 2020, je dirais 2021 par là, ouais. Dis-moi, pardon. D'abord on a accompagné les personnes en one-to-one et au bout d'un moment, les personnes nous ont dit pourquoi vous faites pas une formation, etc. C'est surtout, on se rendait compte qu'on leur disait beaucoup la même chose et on passait beaucoup de temps, plusieurs heures des fois en one-to-one à leur dire la même chose. On s'est dit attends, on va plutôt tourner des vidéos sur les choses de base et nous, on va s'occuper de voir avec la personne le cas particulier de la personne. Plutôt que de parler de basique pendant 1 heure en one-to-one, c'est dommage de perdre ce temps-là. Autant qu'ils regardent chez eux quand ils veulent tranquillement et que nous, on s'axe vraiment sur la partie technique de la personne spécifique. Carrément. Et le truc, moi, qui m'avait choqué, mais dans le bon sens du terme, c'est que j'ai jamais vu de formation aussi poussée, aussi aboutie. Enfin, quand tu m'avais montré, parce que tu faisais les petits trucs sur Premiere Pro, genre tu réglais les lumières, les fonds derrière et tout sur chacun des petits axes. Et vous avez mis, je sais pas combien de temps à la finir. Plus d'1 an. Mais du coup, vous avez une bible de l'investissement sur tout ça. Ouais, chaque module nous a pris plus d'1 centaine d'heures de travail. Et il y en a combien? Il y en a 19, je crois. Donc c'est pas mal. C'est pour ça que ça nous a pris quasi 1 an à la faire. Pourquoi? Parce que première chose, moi je suis ingénieure de formation. Donc à la base, nous on voulait pas faire de formation parce que vous imaginez qu'on a fait plein de formations en ligne et j'ai été beaucoup déçue par beaucoup de formations parce que justement étant ingénieure de formation, je suis un peu critique sur ce que je vois. Et il y a plein de formations qui sont faites, genre en 2 jours, on sent que la formation elle a été construite, filmée et puis c'est bon, c'est mis sur une plateforme. Et je voulais pas faire quelque chose comme ça. Et je voulais pas que les gens, quelque part, ils payent pour une formation et qu'ils se disent ça vaut pas le prix. Ouais, je comprends. Et voilà. Donc il y a ce côté-là où j'étais très pointilleuse sur la structure, sur la méthodologie à utiliser. Et faut savoir que Benoît, c'est un perfectionniste. Donc, en fait, il va revoir chaque petit bout, chaque petite phrase, tout en fait. On scriptait aussi nos vidéos pour être sûr qu'on allait droit à l'essentiel et qu'on ne partait pas partout parce qu'on savait à qui on s'adressait. Puis on a fait pas mal de formations. Des fois, le formateur parle pendant 1 heure, mais surtout sur 1 heure, en fait, tu n'as peut-être que 10 minutes qui sont importantes à garder. Et peut-être que c'est les 10 minutes où tu étais moins attentif et pas de bol, tu ne l'as pas chopé. Et nous, on voulait vraiment un format court qui va à l'essentiel et on ne part pas dans tous les sens. Et en plus, on s'adresse quand même à des personnes qui ont un travail, une famille, etc. et qui n'ont pas le temps de passer chaque soir 1h30 sur une vidéo où il y a 5 minutes de contenu intéressant. Donc, on a tout scripté pour que ce soit vraiment droit à l'essentiel. Et lui, sur le script, il passait des heures et des heures à regarder si le script il correspondait, si ça allait bien là où il fallait qu'on aille, si ça avait une cohérence avec ce qu'il y avait avant, après. Tout soit bien structuré, que la personne puisse suivre un chemin sans s'y perdre en fait. Donc voilà, ça nous a pris beaucoup d'heures. Mais vous aviez déjà validé le marché avant, vous saviez qu'il y avait de la demande. Ou est-ce que vous êtes lancé dans la formation sans trop savoir? Je pense pas qu'on a validé le marché parce qu'encore une fois, ça s'est fait un peu d'instinct. On n'a pas fait toute cette recherche de marché parce qu'on cherchait pas à créer un business et à trouver
domaine Ok, À à la base, c'était monétiser. surtout pour nous dégager du temps qu'on passait en one-to-one, Ouais. tout le temps en train de dire la même chose, et le donner aux personnes qu'on avait déjà Ok. en suivi et qu'on puisse gagner Ok, beaucoup ça de temps marche. à la base. Et même à l'inverse, on était contre les formations. Et en fait, Mm. il faut savoir que nous, on est beaucoup comme ça. À la base, on est contre ce qu'on Ouais. voit. Je pense que tu le sais. On est contre ce qu'on voit. Et peu à peu, quand on commence à comprendre nous-mêmes pourquoi ça peut être intéressant, là, on y va. Mm. Mais une fois qu'on y va bien. Ouais. On n'y va pas. Ça peut nous prendre du temps à y aller, mais il faut qu'on analyse tout Mm. avant d'y aller. Et là, c'était un peu la même chose. On voulait pas faire une formation parce qu'on en avait marre des retours. On entendait. Et puis nous-mêmes, on avait vécu des mauvaises formations. On avait investi sur des formations qui valaient absolument pas leur prix. Ouais. Et ça avait été tellement dérangeant pour nous qu'on voulait pas que les gens se retrouvent dans cette même situation. Parce que c'est très important pour nous que les gens ils soient satisfaits et qu'il y ait de la Ouais, bien qualité. sûr. On avait un peu freiné ce truc-là. Et c'est aussi pour ça qu'on n'était pas pressé, parce qu'on ne cherchait pas à monétiser forcément ça de cette façon-là. On ne cherchait pas un business Ouais. Ok. pour faire de l'argent rapidement, quoi. Ouais, je comprends. Ok, ça marche. Donc, ouais. Ça marche, top. Donc vous créez toute cette formation, vous l'ajoutez à votre programme. Je ne sais pas s'il s'est passé d'autres choses entre ce moment-là et le moment où on se rencontre. Non, parce que nous, on s'est vu vraiment à ce Ah oui, moment avec où, à la fin de... où on était justement en train de commencer à commercialiser la formation, où justement ça bloquait un petit peu. Et c'est à ce moment-là qu'on vous a rencontré. La première fois qu'on s'est vu, du coup, tu avais regardé une de mes vidéos sur YouTube, si C'est je ne me ça, trompe pas. Après, je sais plus comment, tu vois une story de Thibaut. Tu t'inscris à un événement qu'on organise sur Lyon, un petit truc comme Ouais, ça. c'est ça. Et on parle un peu, tu avais parlé pas mal avec Maxence à l'événement, si je me trompe Non, pas. avec toi. Avec moi. Ouais. Et aussi avec Maxence. alors. Peut-être, je me rappelle plus. Je Parce vous que je me confondais rappelle- au début. Ok, donc, je me rappelle que Maxence vous parlait, je suis arrivé derrière. Ah oui, c'est Maxence. possible. Et là, je comprends que vous avez un business super intéressant, en plus que vous avez construit pas mal de choses et tout, mais qu'il y a encore de la marge de progression. Et je me dis, non, mais on peut carrément vous aider. Mm. Le problème étant que vous avez déjà pris beaucoup d'accompagnement, de C'est formation ça. et tout, qui étaient un peu n'importe quoi ou qui n'avaient pas marché ou qui n'étaient pas très cadrés, on va dire. Mhm. Donc, il y avait un peu des doutes, etc. Qu'est-ce que tu Totalement. dis à cette époque? En fait, là, c'était quoi, 2022, il me semble. 2022, c'est ça, fin Ouais. 2022. Donc Enfin, ça faisait un petit septembre, moment c'était. que nous, notre formation, on l'avait mise, Ouais. on en parlait un peu sur les réseaux, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas vivre avec. Ouais. On faisait même pas 1 000 euros par mois, il y a des mois où on faisait 0, parce qu'encore une fois, on avait plein de croyances limitantes. On avait été déçus de plein de choses aussi Ouais. dans le monde de l'entrepreneuriat et des formateurs, nous-mêmes. On s'est fait arnaquer aussi. Et c'est vrai qu'on en avait marre de payer des accompagnements. Quand je parle d'accompagnement, ça peut être business, mais ça Ouais. peut être, c'était aussi dans le e-commerce, c'était la même chose. Ouais. Et en fait, on n'a jamais eu peur d'investir sur nous, mais on est arrivé à un moment où en fait, on en avait juste marre de mettre des 2 000, des 3 000, des 5 000, des 10 000 euros pour investir sur nous. Et qu'au bout d'un moment, la promesse n'était jamais là. Alors, et encore, on peut dire oui, mais bon, la responsabilité, elle est sur nous aussi, parce Ouais. que on a une part de travail à faire. Mais je sais à quel point, excusez-moi du terme, on en a chié. Et je me disais, non, là, c'est pas possible. Ouais. Je veux dire, voilà, il faut arrêter. Donc, on est arrivé un petit peu dans cet état d'esprit. Alors, ouais, j'avais vu une vidéo que tu avais fait sur YouTube Sur la prospection. sur la prospection, parce que là aussi, j'avais des croyances limitantes Ouais. et je me disais, je ne vais pas prospecter, je ne veux pas déranger les gens. J'en ai marre de tous ces gens qui viennent me prospecter. Moi, je prospecte pas, quoi. C'est quoi ces vendeurs Non. Et du coup, je commençais à me dire, c'est intéressant quand même, la façon dont tu l'abordais. Ok, je commençais à ouvrir mon esprit un peu à la prospection. J'étais persuadée que les gens, ils allaient arriver sur notre page Instagram et qu'ils allaient dire, ouais, je vais acheter. Ouais. Donc non, c'était vraiment pas le cas. Donc, vous le faites qu'on n'arrivait pas à vendre non plus notre formation. Et ouais, Thibaut avait mis une story, ça faisait quelques temps qu'il était là dans mon feed Insta. D'ailleurs, je crois qu'il était closer, donc rien à voir. Et je me suis dit, bon, je lui ai dit, allez, on y va. Il faut qu'on s'entoure de gens parce qu'on était enfermés derrière nos PC, nous. On ne croisait jamais personne, on ne rencontrait aucun entrepreneur. Et lui, étant très introverti de base, il ne voulait pas trop. J'ai pas le temps à perdre, faut bosser. Moi, je suis sur la formation, j'ai du taf. J'ai pas le temps d'aller voir des gens. Non, mais ils vont me raconter quoi Et je me rappelle, j'ai réussi un petit peu à l'avoir. On s'était embrouillé d'abord parce que moi je voulais, lui voulait pas. Et du coup, j'y allais pas. Et lui me dit, mais finalement, tu veux aller ou pas? Je lui dis oui. Mais il me dit, alors pourquoi tu me dis pas que tu veux y aller? Enfin bref, c'était trop drôle. Donc finalement, on y va. Et ouais, on vous a rencontrés. On a rencontré des gens. C'était plutôt cool en plus. T'étais content d'être venu ou pas? Grave. Ok. Mais c'est surtout parce qu'on avait vécu quand même pas mal d'arnaques et on était tombé sur un mec juste avant vous, les 10 000 euros, pas de souci, dans 2 mois vous allez l'atteindre et tout. Il nous avait baratiné comme pas possible. Moi j'en pouvais plus, je me dis on se fait avoir. À chaque fois il y a un côté humain avec la personne, on lui fait confiance et puis on se dit voilà, en fait finalement rien c'est qui est complètement délivré, fait mais avoir. c'est On n'avait vraiment- rien du tout.
Ok. C'était une catastrophe. Et là, Donc, on était sentait, justement après ça. Ouais. Et là, on ok. sentait vraiment le côté, en fait, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de vente de Ouais. rêve, et ça fait du bien, parce que nous aussi, on n'est pas comme ça. Et ok. Et là, tu nous avais dit, bon, viens participer. Ouais, on organisait un challenge de 5 jours. Ouais, c'était ça. Et je t'avais dit, viens, on organise, c'est gratuit. Oui, et tu regarde, ça verras va bien. t'aider, quoi. Et tu me disais, non, mais là, on est au temps de la Oh, on pouvait formation. plus, on j'ai n'avait pas le temps. Vraiment, on Et n'avait pas après, le je temps. t'avais renvoyé des messages et je t'avais renvoyé le lien, je crois, par message sur WhatsApp. Oui, et je te tu disais, m'avais non, mais il dit. faut vraiment que tu viennes. Mais ça en va fait, tu m'as t'aider. dit, ouais, non, mais viens, de toute façon, t'as rien à Ouais, perdre. voilà. Au pire, tu viens le premier soir et tu verras. Et ouais, merci, parce que, en effet, du coup, je suis venue le premier soir et je me rappelle, lui, il voulait J'ai même pas pas regarder. Ouais. Et moi, je me rappelle encore, en plus, je me suis foutue dans la chambre parce qu'il y avait les enfants à la maison. Je me suis foutue dans la chambre avec le PC portable. Je suis restée là, en plus, ça durait super longtemps, je crois quasi 2 heures, Ouais, un truc ouais. comme ça. C'était Et il y a vraiment- eu tellement de valeurs comme ça dès le premier jour, et vraiment de valeurs utiles. Je suis ressortie de la chambre toute excitée en lui disant « Waouh, mais t'imagines même pas ce qu'il nous a apporté, ça va grave nous aider ». Et du coup, j'ai regardé deuxième, troisième, enfin j'ai tout tapé, et lui, il était choqué parce que de base, moi, je regarde pas, c'est lui qui est carré, moi, je vais regarder les 2 premières Donc vidéos. du coup, je suis parti sur mon vélo en bas, j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé aussi toutes les vidéos du coup. Voilà, et c'est comme ça que, après, on s'est dit, bon, On s'est dit, la valeur qui a été apportée sur Mm. ces 5 jours est bien plus importante que la valeur qu'on a eue par des coachings qui nous ont coûté 5 000, 6 000, 7 000 balles. On s'est dit, ouais, on s'est pris en des vidéos gratuites beaucoup plus que tout ce qu'on a eu juste avant. Ouais. Et Ouais. du coup, je t'avais eu en appel. oui, c'est vrai. Ça n'a pas converti tout de suite. Non, pas du tout. Parce que du coup, tu avais encore cette crainte-là, Ouais. je pense. Et aussi, niveau financier, c'était pas. On était tout simplement endettés. Ouais, voilà, Voilà. c'était pas le meilleur, quoi. C'était assez compliqué, enfin, endetté, c'est un grand mot, hein, dans le sens où on implantait de l'argent dans la boîte de notre poche. Mm. Et en fait, on avait déjà tellement implanté de notre poche pour se former que moi, je voulais pas encore mettre de l'argent de notre poche pour se former. Je voulais attendre que la trésor de la boîte, elle soit un petit peu plus conséquente pour pouvoir se payer l'accompagnement, en fait. J'avais vendu ma maison juste avant et du coup tout l'argent qu'on avait récupéré de la maison a été écoulé dans tout ça. Donc on s'est dit on va pas encore en plus de ça rajouter de l'argent perso. Donc, ouais, c'était dans ce sens-là. Endetté, c'est pas genre Ouais, on oui. était à moins avec Ouais, les ouais. banques et tout. C'était plus que, voilà, on était à zéro quasiment dans la boîte. Ouais, et la société était en gros en perte, quoi. C'est ça. Ouais, la société, elle est en perte, ouais. Ok. Et du coup, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Je me rappelle de tes messages, par contre. Ouais, en fait, nous, on est un peu comme ça, dans le sens où, voilà, on convertit pas, Ouais. mais on réfléchit de notre côté, on échange, on parle beaucoup. Mm. J'avais posé 2-3 questions, Ouais, je te tu donnais des conseils tu au tu fur me et à mesure. répondais, donc j'avais pas forcément peur de... À ce moment-là, j'ai vu ce que vous nous aviez donné, donc Mm. c'était vraiment logistique, le côté plus financier, parce que je voulais pas, et c'est un truc qu'on s'était dit. On s'était dit on va faire de l'argent et on les prendra avec l'argent qu'on avait fait. On avait justement discuté avec toi et Ouais. tu disais ouais mais si tu passes pas par nous tu feras pas d'argent. Ouais, c'est c'est un un cercle closer, vicieux. Ouais. Ouais, c'est un peu le cercle vicieux. Non, Mais mais ça, il y a c'est plein de vrai. gens qui disent ça. C'est Et nous, vrai. l'exemple qu'on sort tout le temps, c'est comme si tu vas à la salle, tu te dis, je vais essayer de me muscler un peu avant de prendre un coach sportif. Si tu sais que tu veux aller te muscler, prends un coach sportif direct. C'est ça. C'est ça. Et du coup, à un moment donné, on savait qu'on n'avait pas l'argent, vous avez proposé des paiements Ouais, plusieurs en fois. mensualité, ouais. Et j'ai dit, bon, on sait que le premier mois, on l'a. Mm. Le deuxième, j'en sais rien. Advienne que pourra, on verra Ouais. bien. On s'est dit s'ils sont bons ils nous feront gagner Ouais. au moins la Au moins. deuxième mensualité. Voilà. Sans enlever notre responsabilité, hein, Mm. toujours de Ouais, la bien part sûr. du travail. Et c'est comme ça, je me rappelle, je t'avais envoyé un message assez drôle d'ailleurs, Ouais. où je t'avais dit, vas-y, s'il faut se mettre en maillot de bain sur les réseaux, je le fais. Parce qu'on n'en pouvait plus vraiment, et Mm. c'était le début de Début de l'aventure. de la vraie aventure. Ouais, carrément. Mais en tout cas, top. C'était vraiment cool. Et je pense que vous êtes en plus l'un des clients qui sont allés les plus vite. Vous avez passé les steps assez rapidement. Mm. En termes de résultats sur les 5-6 premiers mois, est-ce que vous voulez en parler? Parce que Ah oui, moi, bien ce que sûr. je dis toujours à mes clients, c'est il y a 2 choses qui comptent. Il y a certes le fait de passer à l'action, mais de passer à l'action et faire les bonnes actions au bon moment. Et pas essayer de faire des trucs, à essayer de recruter plein de monde au début C'est ça. parce que ça sert à rien. C'était un peu Totalement. notre Et défaut d'ailleurs. vous avez fait prospection au début à fond, Ouais. et vraiment à fond avec Ouais, ouais. Benoît. C'est un malade, quand je dis que c'est un malade, c'est un malade. Ouais, t'en parleras. Et après, vous avez mis en place le challenge en organique, puis avec de la pub, puis en C'est ça. structurant, puis après en prenant d'autres personnes dans l'équipe. On a et fait vous avez étape par vraiment étape, suivi le ouais. process, C'est ça. étape par étape, C'est ce sans qui se a poser fait que trop ça de a questions. fonctionné. En fait, ce que vous nous avez permis, c'est de nous remettre sur des rails. Ouais. Parce que Comme on justement, disait, nous, notre défaut, on avait tendance à partir dans tous les sens, tester ça, Mm. faire ci, faire ça, faire tout en même temps, et du coup, ça partait dans tous les Et sens. après, on peut jamais savoir vraiment ce qui marche pas, ce qui Mm. reste à optimiser ou pas. On avait aussi bien sûr des croyances limitantes, comme je disais, la prospection, chose Ouais. qu'on a commencé à faire et ça, c'était game changer, quoi.
mais on a fait étape par étape. Donc on a aussi une règle d'or, et ça depuis toujours, c'est qu'on ne, on ne délègue jamais quelque chose qu'on ne comprend pas un minimum ou qu'on n'a pas déjà un peu fait. Alors forcément, plus on avance dans la boîte, et moins cette règle s'applique à 200%, mais en tout cas au départ, c'était hors de question de déléguer des choses ou de partir trop longtemps. Et moi, je suis assez multipotentielle, donc j'aime bien toucher à tout. Donc, ce n'était pas un problème pour moi d'apprendre à gérer plein d'étapes. Donc, en termes de résultats, on n'a pas de souci vis-à-vis de ça. Donc, on était passé de 0 à 1000 à peu près, c'est ce qu'on faisait en moyenne, on va dire en moyenne 2000 € par mois. Je crois que le premier mois, on est monté, il me semble, à 6000. Deuxième mois, on est passé des 10 000. Donc, fin de l'année, donc ça devait être novembre, on a dépassé l'année à plus de 10 000, donc très vite. Et ensuite, on est suivi 12 000, 20 000, et je crois qu'on est arrivé à 70 000. 73 000, on a fait en un mois, au mois d'avril. Ouais, donc ça fait en 5 mois, en moins de 6 mois, on est passé de 1000 à plus de 70 000. Tout ça en organique, sans pub, sans rien. Voilà. Et après seulement, on a commencé à travailler sur la pub et partir dans des choses un petit peu plus complexes. Mais Si vous aviez des conseils à des entrepreneurs à donner qui vendent pas la même chose que vous, mais soit des coachs, des formateurs ou autres, ça serait quoi les conseils ou les étapes par lesquelles vous êtes passé? Tu disais que Benoît c'était un malade de la prospection. Ah mais ça, il n'y a pas le choix. C'est quoi si vous deviez calibrer ou dire les différentes étapes, les grandes phases? Déjà, pour moi, il ne faut pas avoir peur de déranger, dans le sens où on voit aujourd'hui déjà casser ses croyances limitantes vis-à-vis du fait de déranger quelqu'un. On ne dérange pas forcément, on apporte une solution à quelqu'un, c'est quand même fort. C'est pas déranger, c'est apporter une solution. Et nous, on est extrêmement convaincus de notre produit aussi. Depuis toujours, on sait à quel point ça peut sauver des vies, enfin l'avenir financier de certaines personnes. Donc très vite, on s'est dit, en fait, on est là pour aider et non pas pour déranger. Et que si on ne va pas un peu déranger la personne, elle ne le verra pas, cette opportunité. Et finalement, quand on regarde une pub à la télé, on est aussi dérangé dans notre programme. Donc c'est la même chose. Et un truc par rapport à ça, parce que beaucoup de personnes n'osent pas faire de la prospection, se disent ouais je vais faire de la pub direct. En fait quand tu fais de la pub, tu déranges encore plus de monde parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas voir ta pub. Tu te mets en danger parce que tu es en train d'implanter un budget dedans. Mais sauf que vu que les gens n'ont pas le retour, ils voient pas, ils n'ont pas le feedback, et vu qu'ils ne se confrontent pas au marché, ça leur fait moins peur. Ça c'est très important. Première chose aussi, le fait de se confronter au marché permet d'ajuster certaines choses, de voir déjà si ça fonctionne. Pareil, faire un élément de conversion comme nous, on faisait un challenge, c'est cool, mais on ne sait pas comment on va être, si on va être bon, si ce qu'on dit est pertinent, si ça va faire tilt chez les gens. Derrière, si la personne elle a envie de venir prendre notre programme ou pas, il y a plein de choses à ajuster. Et quelque chose qui a été très fort aussi, je pense que ça a été notre point fort et ça l'est toujours aussi, c'est que de chaque chose, à chaque fois regarder et analyser les chiffres. Et de se dire, ok, sur cette partie-là, combien de personnes sont rentrées, combien de personnes sont restées, combien de personnes sont restées jusqu'à la fin, et de se dire, ok, là ça bouge, là c'est pas top, là on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser? Et comme ça, d'un point à l'autre, tout le temps chercher à optimiser. C'est surtout se donner les moyens, se les donner à fond. Tu parlais de prospection, la prospection c'est pas 2 personnes par jour, c'est pas 5 personnes par semaine. Quand tu fais de la prospection, il faut justement aller voir les gens, aller parler avec eux avec bienveillance, et puis le faire en la loi des nombres. Plus tu vas en faire, moi j'ai pété les scores de partout, je me suis fait bloquer de partout, tous les comptes Insta ont été bloqués parce que je parlais trop à tout le monde, et du coup, mais c'est ce qui nous a fait progresser parce que du coup je parlais vraiment avec bienveillance avec la personne, vraiment je discutais, je l'envoyais sur mon élément de conversion, elle venait à l'élément de conversion, elle était conquise par notre discours, par ce qu'on faisait, et on a converti super vite. Et en même temps tu comprends aussi quels sont les réels besoins des personnes. Qu'est-ce qu'ils recherchent, de quoi ils ont vraiment besoin. Donc ça te permet d'orienter derrière même pour la pub que vous allez lancer par la suite, pour l'événement de conversion. Et à ton prime, tu faisais combien de messages par jour pour dire un peu 150. Je crois que je dépassais les 150 par jour. Il faisait de la prospection tout le temps. Il marchait en prospection, il allait aux toilettes en prospection. On allait à un resto, j'étais encore en train il était en train de prospecter sur la route. Mais parce que j'ai aimé cool, ça, c'était cool à faire. Et puis c'est vraiment rentrer en contact avec la personne, pas dans le but de te dire tu vas lui vendre quelque chose. C'est vraiment dans le dire je rentre en contact, je parle avec la personne, je vois ce qui l'intéresse, je vois si je peux l'aider et après je lui propose. Et c'est ça qui est assez dingue aussi, c'est que on le fait entre guillemets pour vendre parce que il faut pas se cacher, on fait ça aussi pour vendre quelque chose, on est là pour faire de l'argent, mais d'un autre côté on le fait pas spécialement pour vendre. Et c'est ça aussi je pense qui fait aujourd'hui notre force, c'est ressentir le côté de oui, je suis là pour t'apporter quelque chose, tu prends pas, c'est pas grave. Dans le sens où si j'estime que je peux t'aider et toi tu as besoin de mon aide, je suis là.
Et si tu n'as pas envie ou je te saoule, bah, c'est pas grave, next. C'est Ouais, pas... en fait, vous êtes assez détaché de la vente au final, et totalement. donc ça crée pas ce truc un peu bizarre où vous êtes Exactement. en train d'essayer de se mettre des sous-entendus, etc. Mais au final, ça marche encore mieux parce que les gens voient que vous êtes naturel, ils voient que vous êtes vous-même et ils voient que vous êtes là pour les aider. Et puis le message de prospection n'est pas direct, n'est Ouais. pas vente, Ouais. je veux te vendre un truc, c'est Achète. quitter et on va discuter, on va échanger et puis je verrai si je te propose quelque chose ou pas. Ouais, c'est normal comme Normal. c'est une Ça. discussion comme si t'allais parler à quelqu'un dans la rue. C'est quoi. ça. C'est pas t'arrives et puis boum, tu te dis ah bah tiens, je te vends ça, tu veux Oui, ça c'est ce qui se passe aussi, même quand on rencontre d'autres entrepreneurs. On peut, dans des réseaux d'entrepreneurs, se dire bon, bah voilà, j'échange et entre guillemets, on se prospecte aussi. Ouais, Parce carrément. que si mon service peut intéresser un autre entrepreneur, bah, on peut échanger nos services ou payer le service d'un autre entrepreneur. Mais on n'est pas là en mode je vais te vendre un truc. On est en train d'échanger, apprendre à se connaître. Et en apprenant à se connaître, bah, du coup, ça peut intéresser. Moi, l'exemple que je prenais tout le temps pour la prospection qui parlait beaucoup, c'était un peu la drague. Je me rappelle, ça m'a marqué. Et moi. c'est comme si tu allais vers une fille dans la rue ou un mec, peu importe, et tu vas pas te mettre à poil directement. Ah ouais, quoi. c'est ça, Tu vas aller J'ai commencer pas à osé le échanger. dire du coup devant la. L'exemple est beau, je pense que C'est ça va parler aux personnes qui nous Totalement. écoutent. Mais du coup, c'est ouais, tu vas C'est exactement échanger. ça. Et du coup, après, tu vas essayer de, je sais pas, obtenir un numéro, un compte C'est Insta ça. ou j'en sais Puis rien. on voit des Donc fois. c'est comme si tu l'inscrivais sur ton Total. événement de Et il conversion. y a certaines personnes, dès le départ ou au premier échange, on Mm. sent que la personne, elle n'est pas ouverte à ça ou elle n'a pas envie. Comme dans la drague, on va ressentir bien dès le sûr. départ que ça ne matche pas. Mm. Mais on va pas plus loin. Ouais, Bah là, bien c'est la sûr. même chose dans la prospection. Exact. Totalement. Donc bon, ça fait un bon exemple. Oui. Du coup, les éléments importants, il y a analyser les chiffres, Mhm. être capable déjà de les noter, de les analyser, comprendre ce qui va pas, pour pas prendre des décisions émotionnelles et se dire Total. putain, ok, je change tout alors qu'en fait non, il y avait juste un petit truc à changer. Passer à l'action forcément et bien passer à l'action sur les bonnes choses et faire les bonnes actions, éviter d'aller se comparer peut-être au gars si on fait zéro qui fait déjà C'est 100 ça. 000 euros C'est ça. par mois à essayer de recruter, de créer une grosse équipe, sauf qu'on n'a ni les compétences, ni les systèmes, Totalement. ni ce qu'il faut. Et vous êtes la preuve vivante, si vous faites les bonnes actions au bon moment, tout peut aller très très vite. Quoi. En fait, vous montez les étapes, C'est ça. vous montez l'escalier Et petit je à pense petit. une chose vraiment très importante, c'est aussi quand on est dans notre business, Ouais. on est trop focus et on prend pas assez de recul. Mm. Et c'est là l'importance de prendre un coaching ou d'être entouré, c'est que la personne va voir ton business d'une façon différente, Mm. va pouvoir t'aiguiller d'une façon différente. Mm. Je prends l'exemple par rapport à moi, j'étais coach sportif, mais quand j'ai fait des compètes de bodybuilding, j'ai pris un coach parce que j'étais pas capable pour moi-même de me respecter ma diète, je voulais trop la changer, de respecter mon training parce que je me dis je vais changer ça. Alors que là, je prenais un coach, je fermais ma bouche et il me disait tu fais ça et point barre, je faisais ça. Et c'est ça aussi qui nous a beaucoup fait développer avec vous, c'est que on s'est dit on se tait, on Ouais. écoute et on applique. Je pense que c'est une grande force c'est pas forcément les entrepreneurs, c'est en tout cas ceux qui veulent chercher, se donner les moyens, Mm. c'est être enseignable. Ouais, et ça, des fois, c'est tout bête, mais il y en a, et vous l'avez vu même, Ouais. que ce soit chez nos clients ou ailleurs, Ou mais il y en chez a les nôtres. qui, ils savent quoi faire, ils savent ce qu'ils mettent en place, mais ils essayent de le reformuler parce qu'ils se disent, ouais, mais peut-être comme ça, c'est mieux. Mm. Mais si on te dit de le faire comme ça, c'est parce que ça marche mieux comme ça. Ouais, ça a été Euh, testé. Ouais, en ça a fait. été testé, donc c'est pas sorti d'un chapeau, quoi. Ah, c'est exactement la même chose avec nos membres, hein. C'est pareil parce que finalement, dans les investissements, c'est la même chose, Mm. ou dans l'éducation financière. Nous, si on est capable aujourd'hui de le transmettre, c'est qu'on a déjà fait des erreurs. Mm. C'est qu'on a déjà essayé des choses. Et non seulement on a déjà fait des erreurs et on a déjà essayé des choses, mais Ouais, en bien plus sûr. de ça, comme on est confronté à plein de monde, on peut aussi voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Comme vous, Mm. vous avez vous-même expérimenté des choses en business, mais vous avez plein de gens qui Ouais, font on du a un business échantillon autour. de C'est ça. plein de personnes et ça permet d'affiner la méthode. Et bah, du coup, au bout d'un moment, si on prend un coach et qu'on ne fait pas un minimum confiance, bah, Ouais, ça sert ça à sert pas rien, à grand-chose. en fait. On a certains de nos membres, du coup, des fois, ils changent notre stratégie, ils disent je vais faire ça. Ok, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Et puis finalement, quelques temps après, ils reviennent vers nous. Mais en fait, c'était pas bête ce que tu as dit. Mm. Ouais, Bah oui, c'était réfléchi. j'avais en réfléchi. fait. En fait. Ouais, et en plus, les gens ne voient pas tout le travail ou tout C'est ce qu'il y a ça, derrière. c'est ça. Et ils se disent, je vais un peu réinventer. Mais ok, c'est top. Du coup, l'année avance. Là, actuellement, il y a eu une grosse étape de votre vie aussi. Vous êtes en train de déménager, Mm. même de vous expatrier. Est-ce que vous Carrément, voulez ouais. en parler, les raisons aussi de cette totalement. expatriation? Où est-ce que vous allez? Alors, on va à Dubaï. Donc, ça s'est décidé au mois de juin. Ouais. Euh, C'était le rêve au début. Hein, C'est parce vrai. que vous en parliez. Mais en fait, Et- comme tu disais tout à l'heure, est-ce que nos visions changent? Oui, parce que quand on vous a rencontré, on voulait déjà vivre à Dubaï. Mais quand on voyait ça, on s'est dit, dans 10, dans 15 ans, Ouais. on espère qu'on pourra aller s'expatrier, vivre là-bas tout le temps. Et en fait, ça s'est fait très très vite.
Pourquoi ça s'est fait vite? Parce que déjà, notre société a grandi assez vite et ça devient une évidence pour nous au bout d'un moment d'y aller. Et comme c'est devenu à notre portée, on va dire un petit peu plus financièrement parlant, et en fait aujourd'hui on perd plus en restant qu'en partant. Donc c'est même plus une question de, enfin on peut pas repousser quoi. On peut pas repousser parce que on perd en y restant, et en plus de ça on a envie d'y aller. Donc ouais, ça a été assez dingue parce que ça s'est fait très très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Donc cette dernière année, j'ai l'impression, en regardant en arrière, qu'elle est passée. Mais c'était il y a un an, presque notre rêve le plus haut. Et entre guillemets, dans 18 jours, on y est exactement. Je me rappelle, il y a un an, on était en train de placarder sur les murs des images de Dubaï, parce que nous, on est très visionary board et on y croit beaucoup. Et ça a toujours fonctionné pour nous. Et on s'était dit, OK, on va se mettre des priorités dans nos rêves parce que c'est important qu'il n'y en ait pas trop, parce qu'autrement, on ne se focus pas sur un truc. Notre esprit ne va pas se focaliser sur une chose. C'est le côté un petit peu développement personnel. Donc, on va sélectionner les rêves les plus importants pour nous. Donc, on a choisi 2-3 trucs comme ça. Et on a foutu un peu du Dubaï partout, par des symboles. Le soleil, par des villas un peu de rêve. Alors, on n'a pas encore atteint notre villa de rêve, mais voilà, dans le sens, en tout cas, des villas qu'on a rencontrées là, on a vu là-bas. J'ai peint un immense tableau moi-même où j'ai mis Dubaï en fond et I have a million minds, un truc comme ça. Un millionnaire mind, quelque chose comme ça. Et c'est placardé devant notre lit. Et que des choses comme ça un petit peu partout dans la maison. Et finalement, comme quoi l'esprit travaille assez facilement. Et en l'espace de 6-7 mois, c'était acté. Ouais, comme quoi il s'est passé pas mal de choses. Même en termes de société, là, vous avez combien de personnes dans vos équipes? Alors, on est passé de 0, enfin de 2, nous deux, à aujourd'hui, on doit avoir un poil plus de 10 personnes, 12 au total. Si on compte vraiment tout le monde. De 0 à 12, de France-Suisse, du coup, vous étiez entre les deux, on va dire, à Dubaï. C'est ça. Et de pas mal de choses aussi, pas mal de chiffres, de moins 90 000 à, je sais pas, vous avez fait combien exactement sur On a fait un demi-million cette année. À 1,5 million, donc ce qui est pas mal en chiffre d'affaires. Et pourquoi Dubaï, du coup, s'il y en a qui se posent la question, parce que souvent on pense à Dubaï pour l'imposition, la fiscalité, principalement la fiscalité. L'arnaque aussi. L'arnaque aussi un peu, c'est vrai. Et on se rend, et le bling bling un petit peu aussi. Totalement. Moi, du coup, je connais un peu Dubaï, j'y suis jamais allé encore, mais j'irai vous rendre visite, d'entrepreneurs, etc. Et pour moi, le truc qui est ultra intéressant, c'est que pour des entrepreneurs digitaux, on a juste un cadre et un environnement de dingue à Dubaï. Du coup, nous, on a fait le choix de rester en France pour d'autres raisons aussi. Mais c'est quoi qui vous a attiré principalement dans cette ville? Alors, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient Dubaï comme le monde un peu de l'arnaque, du bling-bling, etc. Je conçois que malheureusement les médias transmettent beaucoup ça et que les gens sont très sensibles aux médias, et que oui, il y a beaucoup d'arnaqueurs à Dubaï, mais il y en a partout en fait. Il n'y en a pas que à Dubaï. D'ailleurs, nous, on s'est fait arnaquer que par des gens qui n'étaient pas à Dubaï, cela dit, avec des papiers français, etc. Donc malheureusement, Dubaï est assez mal vu avec tout ce qui s'est passé aussi avec les influenceurs de la télé-réalité et tout ça. Mais pourquoi on y a été? C'est quelque chose un peu d'inexplicable. C'est parce que les premières fois où on y a été, on s'est senti pour la première fois de notre vie à la maison. C'est vraiment inexplicable. C'est vraiment pour la première fois de notre vie, on s'est dit putain, on est chez nous. Quand on a dû repartir de Dubaï vers l'enfance, on a dit on quitte chez nous. On était vraiment en déprime. C'est comme quand tu finis les vacances. Mais dans l'autre sens en fait. C'était assez dingue. Parce que vraiment, c'est aussi humainement parlant, c'est l'environnement, le fait de le contact avec les gens. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à me refermer sur moi-même, à pas trop discuter. Et là, je me sentais possible de discuter avec le taxi, avec le mec alors que je parle pas très bien anglais en plus, mais je parlais à tout le monde parce que tout le monde a justement cette vision entrepreneuriale et tout le monde est en train de te dire « Ah, Inch'Allah, j'espère que ça va aller super bien pour toi, je crois en toi, est-ce que tu peux me donner un conseil? J'aimerais bien ouvrir un resto. » Et puis on parlait des heures avec n'importe qui. Ils sont vraiment demandeurs de conseils. S'ils savent qu'on a un business, ils viennent nous demander, mais qui que ce soit, le taxi, la réceptionniste. Enfin bref, il y a un échange qui nous correspond beaucoup mieux parce que chez nous, on sent un petit peu les moutons noirs, concrètement. Malheureusement, en France, la réussite dérange, on le sait. Faire de l'argent encore plus. Et en plus de ça, on est dans le monde des investissements. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont très très peur du monde de l'investissement. Ils voient forcément de l'arnaque parce que l'éducation financière n'est pas faite encore. Il y a beaucoup de travail encore à faire en France de ce côté-là. Et on est dans des temps qui sont de plus en plus durs aussi pour les gens. Les gens sont tellement en difficulté que maintenant, ils aiment vraiment plus voir quelqu'un qui arrive en plus. C'est se confronter en fait encore plus à leur échec, on va dire.
Et, on dérange. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'où l'importance de l'environnement et d'être avec des gens qui te ressemblent, de côtoyer des gens qui ont atteint des paliers même limite supérieurs. Donc faire des rencontres avec des entrepreneurs, faire des rencontres avec des gens qui sont à l'endroit où tu as envie d'aller, pour moi, ça c'est vraiment essentiel. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes là-bas qui sont entrepreneurs. Donc forcément, c'est une ville un peu d'entrepreneurs. Donc forcément, on a aussi cet environnement qui nous correspond plus. Parce que la France, en fait, c'est un pays de salariés, malgré tout. Et tout est fait pour le salarié. Donc tout est optimisé pour le salarié. Les horaires, les restos, tout. Alors que là-bas, tout est optimisé et fait pour l'entrepreneur. Donc par exemple, tout est ouvert tout le temps. Donc si on a envie de manger à 15h parce qu'on est en train de bosser jusqu'à 15h, on peut se faire livrer n'importe où. Le service est juste incroyable et très très facile d'accès parce qu'il n'est même pas cher. Tout est fait pour faciliter qu'on perde le moins de temps possible sur des choses où on n'est pas rentable. Comme monter des meubles, justement aller se faire à manger ou chercher à manger. C'est optimisé pour ça. Donc en tant qu'entrepreneur, on sait qu'on n'est pas en train de perdre de l'argent à faire des tâches qu'on n'a pas besoin ou qu'on pourrait ne pas faire. Et après, il y a d'autres choses qui sont très importantes. Pour moi, c'est le climat. Parce que moi, je souffre en Europe. Vraiment. T'aimes pas le froid? Non, vraiment pas. Et je perds aussi en productivité énorme quand j'ai pas de soleil. Donc concrètement, chez nous, et encore plus du côté de Genève, où en fait, il y a cette cuvette où c'est tout le temps plein de brouillard. Quasi toute l'année, il fait gris. Enfin voilà, moi, je perds beaucoup en productivité. J'ai même fait des carences de vitamine D sévères. Donc c'est compliqué pour moi et lui il me redécouvre quand il y a du soleil. Du coup elle travaille. Je travaille de fou. Donc c'est bon pour le business. C'est bon pour le business, ouais. Et donc il y a ça, le fait d'être dans un endroit où c'est c'est très ensoleillé toute l'année. Et il y a autre chose qui est très important aussi, c'est la sécurité. Ça commence à nous peser, nous on est très sensibles en fait à l'humain. Et ça commence beaucoup à nous peser de voir les gens qui sont un peu mal dans leur peau, qui sont aigris, qui sont... Enfin, on perd un petit peu ce côté humain. En fait, nous, ça nous impacte. En fait. On capte vraiment ça comme des éponges et du coup, après, ça nous met mal, nous. Donc, c'est pas top. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'on est un peu hypersensibles, tous les deux. Et d'être dans un environnement où les gens sont tout le temps stressés, pas bien, un peu violents, agressifs. On sent qu'il y a de moins en moins de sécurité aussi. Oui, bien sûr. Tu dois tout le temps faire attention. On doit tout le temps faire attention. Les gens se répondent mal. On est toujours, mais nous-mêmes, nous aussi, on est tout le temps sur la défensive dès que quelqu'un nous parle. En fait, ça nous impacte beaucoup et ça nous prend beaucoup, beaucoup de charges émotionnelles. Et du coup, on se rend compte qu'on ne sort plus, en fait. Parce que dès qu'on sort de la maison, on est confronté à ça. Et ça nous angoisse. Ça ne nous met pas bien pour le reste de la journée. Qui dit pas bien dit forcément... même entre nous, entre les proches, on va pas être dans un bon environnement. Et pour notre business, c'est important aussi, parce que si on n'est pas bien nous-mêmes, ça va de pair. On n'évolue pas, on n'est pas productif. Alors que là-bas, on a senti vraiment ce côté sécuritaire à fond. On peut laisser nos affaires où on veut. Les gens sont concrètement bienveillants. Je pense que le soleil fait beaucoup. La qualité de vie aussi fait beaucoup. Les gens aussi peut-être à un niveau de vie meilleur et sentent moins cette pression financière. Qui fait que les gens sont un petit peu plus relax. Et c'est pour toutes les raisons que justement tu as citées tout à l'heure, avec le côté bling-bling, le côté arnaque, etc., qu'on a décidé de changer de nom. On a travaillé avec un publicitaire qui a travaillé pour PlayStation, etc., et quand il nous a vus, il nous a dit « Million Man Family », on parle de millions, vous partez à Dubaï. Il a dit tout de suite « J'ai une mauvaise image de vous ». Il a dit « Quand j'ai commencé à parler avec vous, j'ai vu des personnes humaines, j'ai vu des personnes cool, et qui étaient à fond dans le truc », et il dit « Ça ne matche pas du tout avec la première impression que j'ai eue ». Et c'est pour ça qu'avec lui, on a vraiment trouvé un autre nom. On a gardé justement ce family qui était très important. Et on a enlevé ce côté million qui peut faire peur, qui peut faire arnaque, qui peut faire argent facile, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on est et ce qu'on diffuse. Non. Et on se donne aussi comme mission de montrer aux gens que vivre à Dubaï, ce n'est pas forcément être bling-bling et être que dans les grands hôtels, des voitures de luxe, sachant que nous, on n'en a rien à faire de ça. Ce n'est pas du tout notre train de vie et ça ne nous passionne pas. Je peux concevoir qu'il y a des gens qui sont passionnés par tout ça. Nous, vraiment pas. On a notre petite vie tranquille, ça nous va et on y va pour le climat, la sécurité. Bien évidemment, la fiscalité, ce serait mentir que de dire non. Mais on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment pas le premier point et c'est juste ce qui a fait que ça nous pousse à y aller plus vite. Mais dans tous les cas, je pense qu'on aura été quand même. Dans tous les cas. Et on a quelque chose à y vivre là-bas. On saura combien de temps et jusqu'à quand, mais on verra. Mais en tout cas, je sais qu'on a quelque chose à y vivre là-bas.
Et nous, notre volonté, c'est aussi de montrer aux gens qui nous suivent que Dubaï, c'est parce qu'on croit et leur montrer qu'on peut être des gens normaux, pas bling-bling, honnêtes et être bien là-bas. Ouais, je pense que ça a été beaucoup médiatisé par tous les influenceurs de télé-réalité, etc. Ou même les médias derrière. C'est ça. Où à chaque fois qu'il y a une arnaque, ils essayent de le relier à Dubaï, etc. C'est ça. Donc, Mais pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas intérêt à que les gens voient ça comme un bon endroit. Parce que quand les gens ils font de l'argent et qu'ils partent là-bas, c'est tout de l'argent qui ne vient plus au gouvernement, en fait, tout simplement. Ok, je vous souhaite plein de bonheur à Dubaï. De toute façon, on pourra suivre vos stories. Je mettrai tous les liens aussi de vos comptes, etc. En description. Alors, c'est quoi maintenant j'ai 2 petites dernières questions pour vous. C'est quoi votre vision, peut-être pour les années à venir, les mois, je ne sais pas, ça sera peut-être un peu court, mais les années à venir sur 2024 et au-delà, est-ce que vous aviez déjà réfléchi à tout ça ? Oui. Et comment est-ce que vous voyez sur ces années ? Comment on se voit ? Alors nous, on a vraiment cette volonté d'éduquer financièrement les gens et leur faire rendre compte qu'ils peuvent vraiment sortir de ce système avec une bonne éducation financière, sécuriser leur avenir, voire même plus créer une indépendance financière en se construisant des rentes quand on fait bien les choses. Donc on a vraiment des ambitions de ce côté-là et on a vraiment envie de se développer, pouvoir le transmettre à un maximum de personnes. Donc ça va se passer notamment par l'écriture d'un livre. Ok, trop bien, j'allais vous poser la question. 2024 normalement. Ouais, donc voilà, on a commencé à réfléchir là-dessus pour pouvoir vraiment aider un maximum. On a beaucoup appris au travers de livres, donc je pense que ça peut être intéressant. Et on a aussi des projets de faire des conférences et des séminaires à plus large échelle pour que vraiment les gens puissent avoir cet accès-là, en tout cas aux bases de l'éducation financière, qui pourrait vraiment leur faire voir des choses différentes et peut-être commencer à visualiser un avenir différent que ce qui se met dans la tête. Et notre objectif, c'est surtout de montrer aux gens que c'est possible et qu'il suffit des fois d'1 ou 2 mots pour comprendre que les rêves ne sont pas juste des rêves. Trop bien, trop bien. Et justement, alors par rapport à ce livre, vous l'avez prévu pour 2024, c'est ça ? Si tout va bien, ça sera fait pour 2024. Super, vous avez une date de sortie ou pas ? Non, absolument pas. C'est en cours, quoi. Vu que je vais vraiment le réécrire, je pense que ça va nous prendre du temps. Si c'est comme la formation, ça risque de prendre du temps. Il n'y aura pas le montage vidéo. Non, il n'y a pas de... Après, il n'y a pas de... On n'aime pas faire les choses dans la précipitation, on aime faire les choses bien, toujours. Notre objectif, encore une fois, là, n'est pas se faire de l'argent avec un livre. C'est vraiment pouvoir donner encore plus à des personnes, un plus large public. Ouais, toucher plus de monde derrière. Exactement. Super. Et une question alors personnelle, mais du coup, est-ce que vous voulez tendre à un moment vers un modèle un peu fonds d'investissement, etc. ou pas du tout ? Parce que ça pourrait être intéressant, vu que vous êtes dans l'investissement, vous pourrez co-investir avec... Pas du tout, parce qu'on n'est pas dans cette vision d'investissement pur et dur. Pour nous, l'investissement n'est qu'un moyen, en fait. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, on investit en bourse et en crypto. Pour nous, c'est le moyen le plus sûr et le plus efficace à long terme pour pouvoir réellement sécuriser ses finances et mais vraiment se construire des rentes solides et intéressantes. Et c'est juste le moyen. En fait, c'est pas. En fait, on veut pas avoir un avantage à ce que les gens mettent de l'argent chez nous parce que l'argent, même dans des gros fonds, au bout d'un moment, il y a toujours un humain qui va péter un câble, qui va prendre l'appât du gain et qui risque de faire n'importe quoi. Et on veut pas avoir justement l'argent des personnes et avoir un intérêt à ce qu'ils investissent chez nous. On leur apprend à le faire par eux-mêmes sans avoir un intérêt derrière. Qu'ils investissent 10 € ou 10 millions d'euros, nous, on ne touchera pas un centime. Et on préfère garder ça, c'est important pour nous. C'est important pour nous parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on veut à travers tout ça, l'investissement, encore une fois, n'est qu'un moyen. Nous, on veut vraiment transmettre cette éducation financière. On est juste convaincus, de par tout ce qu'on a fait, vu, appris, que l'investissement est le moyen le plus efficace et rentable et sûr quand on le fait bien évidemment. Bien et voilà, c'est le moyen, mais nous, comme dit Benoît, on n'est pas là pour prendre l'argent des gens et on ne veut pas qu'il y ait ce biais de, finalement, humainement, on va aller commencer à tendre à s'intéresser qu'à des gens qui ont les moyens pour nous pouvoir toucher plus derrière. Non, on veut vraiment que tout le monde soit un peu égal et que la personne qui gagne de l'argent ou la personne qui a un peu moins les moyens ait cette capacité et cette opportunité de sécuriser son avenir, en fait. Ok, trop bien, trop bien. Et du coup, la dernière question pour vous. Actuellement, là, imaginons il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent investir ou qui se disent ça peut être intéressant parce que en fait, pour moi, l'investissement, c'est aussi un mindset à avoir qui gagne beaucoup ou pas beaucoup, de commencer à investir. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ou comment est-ce que vous accompagnez vos clients, etc. S'il y en a qui peuvent être intéressés, et est-ce que vous avez, je sais pas, des choses à leur donner, un challenge, un compte Insta, où est-ce qu'on peut renvoyer ces personnes ? Alors, déjà sur nos réseaux, parce qu'en fonction de la période, on fait soit des challenges, soit d'autres choses.
On est en train de réfléchir comment aussi essayer de donner un maximum de valeur au quotidien aux personnes d'un premier point gratuitement. Parce qu'encore une fois, il y a plein de choses dans l'éducation financière qui se fait. Et après, à partir de là, les personnes qui ont envie d'évoluer dans le monde de l'investissement et réellement se créer des rentes, sécuriser réellement leur avenir, forcément, à un moment donné, il faudra se former. Il ne faut pas se leurrer. Si aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à investir sur eux, ils vont commencer à tâtonner, aller dans beaucoup d'arnaques, faire des mauvais choix et du coup perdre du temps, de l'argent et continuer à accepter que l'inflation bouffe leur épargne, en fait. Donc, aujourd'hui, pour nous, investir est une nécessité. Maintenant, on essaie de faire comprendre aux gens qu'il faut investir. Et tout le temps où ils n'investissent pas, en fait, ils perdent de l'argent. Exactement, totalement. Donc il y a un double challenge, montrer aux gens à quel point ils continuent à perdre de l'argent en restant inactifs, et d'un autre côté leur montrer que l'investissement c'est pas si, c'est pas le diable quoi. Il faut arrêter de diaboliser l'investissement. Il existe de l'investissement correct, intelligent quand c'est bien fait, et d'ailleurs les plus grandes fortunes de ce monde investissent. Donc si c'était que de l'arnaque, ils le feraient pas quoi. Donc ça c'est encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on nous a donné à disposition ou pas. Et comment les gens ils peuvent nous suivre sur les réseaux, et à partir de là comment ils peuvent faire le lien, comme ça ils auront le lien juste en dessous de la vidéo. Je mettrai le lien de votre compte. Et puis après depuis notre compte ils auront accès quand on fera des challenges gratuits, quand on fera des voilà. C'est ça. Carrément. Ils peuvent nous contacter direct, s'inscrire automatiquement. Trop bien. Ils s'inscrivent et puis trop bien. Je mettrai le lien en première, comme ça ils pourront suivre la sortie du livre, etc. Ouais, exactement. C'est ça. Première ligne. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à dire? Moi, j'aime bien dire quelque chose que je dis souvent à la fin de mes challenges, c'est réautorisez-vous à rêver. C'est important parce que sans rêve, on va nulle part. Et c'est justement parce qu'on a des rêves plein la tête qu'on avance. Trop bien. Exactement. Je peux pas dire mieux que ça. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.